Bonsoir à tous, bienvenue ce soir. La création d'entreprises d'une façon générale et l'entrepreneuriat en particulier, la création d'entreprises et d'une façon générale, l'entrepreneuriat sont unanimement reconnus comme étant des phénomènes vitaux pour la société par leur contribution à la régénération et au développement de l'économie. Les apports de l'entrepreneuriat à l'économie et à la société concernent la création d'entreprises, la création d'emplois, l'innovation, le développement de l'esprit d'entreprendre dans les entreprises et les organisations, et enfin l'accompagnement des changements structurels. Ce soir, le thème, c'est l'entrepreneuriat et l'ère du numérique, challenge et opportunités. Lorsqu'on parle du numérique, la question qu'on se pose naturellement est celle de se demander si l'Africain lambda, le Camerounais X, pourrait se lancer du jour au lendemain dans ce domaine. Quelles sont les formations peut-être à faire? Quelles sont néanmoins les opportunités? Et pour en parler, nous avons quelqu'un qui évolue dans ce domaine. J'ai nommé M. Jean-Baptiste Sissima, qui est un entrepreneur camerounais dans le domaine des nouvelles technologies. Après de brillantes études primaires et secondaires au Cameroun, le natif de Simbok, puisqu'il est de là-bas, il est originaire de Simbok. Pour ceux qui connaissent, c'est juste après Mondon, à Yaoundé, entamera dans un premier temps des études universitaires à soi avant de se réorienter vers les nouvelles technologies. Au terme de sa formation comme développeur web, il débutera sa carrière professionnelle dans une entreprise de la place dénommée NewTech. Quelques années plus tard, parce qu'il était très performant, et il est même d'ailleurs, il est recruté par la SOPECAM en qualité d'administrateur. Quand on parle de SOPECAM, on parle de Cameroun Tribune. C'est ainsi qu'il met en place le premier site web de Cameroun Tribune. Après 12 ans de service à la SOPECAM, il met le cap sur Ottawa, au Canada, où M. Sissima réside depuis bientôt 9 ans. Yannick. Entrepreneur à plein temps depuis 2 ans au Canada, M. Sissima est fondateur de plusieurs plateformes telles que netiwoki.com, le réseau social africain, afritube.com, la plateforme de partage des vidéos africaines, schoolmobile.net, la plateforme d'éducation en ligne pour les élèves de la classe de 3e en terminale, arambi.com, la plateforme de financement participatif, goafrica.tv, une web TV qui a pour vocation de faire la promotion des acteurs de la diaspora et du continent. Je ne vais pas m'attarder sur toutes ces réalisations parce qu'il y en a encore d'autres telles que Eben Disque, etc. Ancien consultant de l'UNESCO à Paris, M. Sissima a déjà accompagné plusieurs entreprises dans leur stratégie concernant les nouvelles technologies et la visibilité sur Internet. Il sera donc notre intervenant ce soir. Avant de lui passer la parole, je vais vous rappeler quelques points pratiques habituels. Un instant, s'il vous plaît. Donc, quelques points pratiques habituels. Donc, si vous voulez intervenir après, si vous voulez poser une question après l'intervention de M. Sissima, vous pouvez le faire électroniquement en levant la main. Vous avez 3 petits points en bas. Je ne sais pas comment sont placées les fenêtres chez vous, la fenêtre principale. Donc, vous avez 3 petits points ou bien vous cliquez sur les participants et une fenêtre va s'ouvrir et vous pourrez lever la main à droite. Pour ceux qui nous écoutent à travers leur smartphone, vous pouvez
tapotez un tout petit peu sur l'écran, vous aurez 3 points qui vont apparaître. Et vous cliquez sur ce menu, sur ces 3 points, vous aurez un menu déroulant pour lever la main. Et si, malgré tout cela, vous ne pouvez pas le faire, n'hésitez pas, faites-moi un signe demain et je ferai l'effort de toujours vérifier. Sinon, envoyez un message et c'est sûr que l'assistance se fera un plaisir de relayer l'information. Dernier petit point, les inscriptions continuent toujours. Ceux qui sont sur Facebook et qui veulent nous rejoindre sur Zoom, la technique me signale qu'elle a mis le lien en ligne pour pouvoir nous rejoindre sur Zoom. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Zoom. Les inscriptions continuent. Vous pouvez retrouver le formulaire aussi en ligne qui est lié à ce live. Sans plus attendre, je vais donc passer la parole à M. Essissima. Bonsoir, M. Essissima. Oui, bonsoir. Bonsoir, mes frères. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, moi je te reçois 5 Okay. sur 5. Je vous reçois 5 sur 5. D'accord. Merci pour cette introduction et cette présentation sur ma personne. Tout a été dit et donc je ne pense pas que je vais revenir là-dessus. On va entrer directement dans la problématique qui nous réunit ce soir. Mais je voudrais aussi dire bonsoir à ceux qui sont là et qui nous écoutent. On va parler de l'entrepreneuriat digital, les enjeux du digital en Afrique, pourquoi investir dans ce domaine, quelles sont les opportunités. Bref, ça sera un peu l'échange de ce soir. Je ne suis pas là en tant que professeur qui va donner un cours. C'est un échange qui va se passer entre vous et moi. Donc, comme ça, vous savez que le monde a connu des révolutions depuis des millénaires. Et les plus grandes révolutions, on a notamment eu la révolution industrielle avec les techniques de fonte d'acier et des alliages qui étaient à l'origine de grands changements en Europe avec l'industrialisation. Ensuite, on a eu la révolution pétrolière qui, comme vous le savez aussi, a transformé le monde, surtout la partie moyenne-orientale. Dans les années 80-90, on a parlé de la révolution technologique et informatique, on va dire. Ce fut la naissance des grandes entreprises comme Yahoo, Google et Microsoft, bref, toutes ces entreprises-là. Mais aujourd'hui, pour l'Afrique qui a raté ces 3 premières révolutions très marquantes dans la marche du monde contemporain, je précise bien, quelle est la révolution que nous, en tant qu'Africains, nous pouvons saisir pour se rattraper, pour créer des grands changements structurels dans nos pays et dans le continent. Cette révolution-là, ce n'est que la révolution digitale. Pourquoi? Parce qu'avec le digital aujourd'hui, on peut changer le comportement, la façon de vivre des gens et la crise sanitaire qui sévit en ce moment nous a ramenés tous à ce point-là, qu'en cas de pandémie, il y a beaucoup d'entreprises qui ont disparu. Pendant cette pandémie, on a privilégié le télétravail. Alors, s'il n'y avait pas d'outils pour faire ce télétravail, comment est-ce qu'on allait se comporter? Qu'est-ce qu'on allait faire? Donc, parlons du digital. Pour nous et le continent, il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Parce que le digital aujourd'hui, qu'est-ce qui fait marcher le digital? C'est l'utilisateur. L'Amérique à elle seule, c'est 46%
d'utilisateurs des réseaux sociaux. Ça semble étonnant et pourtant ces entreprises sont logées, pour l'Amérique, hein, c'est 46%. Quand on parle d'Amérique, c'est Canada, États-Unis, c'est 46% d'utilisateurs en termes de réseaux sociaux. Ça étonne parce qu'on se dit que tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur YouTube, tout le monde. Mais non, pourquoi? Parce que l'image qu'on a, c'est pas ça qui est réellement. Parce que nous, on connaît les grands, les médias, les plateformes leaders, mais tout autour, il y a d'autres plateformes qu'on ne connaît pas, mais qui ont aussi leur communauté. Donc, l'Amérique, 46% d'utilisation des réseaux sociaux. Combien? L'Afrique a combien? L'Afrique, c'est 102%. 102%, ça veut dire qu'il y a un marché. Ça veut dire que toute personne aujourd'hui qui crée une plateforme à valeur ajoutée et qui réussit à imposer cette plateforme à ce pourcentage d'utilisateurs, cette personne pourra devenir le Bill Gates de l'Afrique. Donc, en termes d'opportunités, l'Afrique a déjà un marché qui est de 102%. Et avec des prévisions de 100 millions de nouveaux utilisateurs les 5 prochaines années. 100 millions de nouveaux utilisateurs. Ce qui renforce ce que je disais, il y a des opportunités dans le digital. Mais comment y arriver? C'est là la grande question. On dit souvent que toute idée d'entreprise vient pour résoudre un problème. Toute idée d'entreprise vient pour résoudre un problème. Et il ne faut jamais avoir peur de copier. Et lorsqu'on copie, c'est pour améliorer. C'est pour proposer quelque chose plus proche de sa cible. Aujourd'hui, on a Facebook. Mais au départ, Facebook, ça n'a jamais été pour les Africains, on va dire pour le monde. Facebook, c'est une évolution bien précise. Ça a commencé dans un campus universitaire. Ensuite, c'est allé sur des campus, une connexion entre divers campus universitaires aux États-Unis. Ensuite, ça s'est ouvert aux États-Unis. Quand ça arrive en France, quand Facebook arrive en France, il existait déjà depuis 5 ans aux États-Unis, mais personne ne connaissait en France. Personne ne connaissait en Afrique. Donc, il faut toujours partir de quelque part. Et nous, en tant qu'Africains, nous, on a déjà une cible. Si nous arrivons, une fois de plus, comme je l'ai dit, à imposer un produit à cette cible, on n'a pas besoin de conquérir le monde. Parce que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, il y a déjà une version de ça qui existe ailleurs. Mais concentrons-nous sur notre cible, qui est le continent. C'est ce qui se passe en Chine, c'est ce qui se passe en Asie. L'Asie, quand les États-Unis, quand la Silicon Valley a lancé Google, l'Asie a lancé Baidu. Donc, Baidu, c'est le concurrent de Google en Asie. Lorsque la Silicon Valley a lancé PayPal, l'Asie a répondu en lançant Alipay. Ça, c'est dans le domaine du paiement en ligne. Lorsque la Silicon Valley a lancé Amazon, l'Asie a répondu avec Alibaba. Alors, c'est pourquoi il y a aujourd'hui, je ne vais pas citer toutes ces oppositions, parce que je peux prendre aussi YouTube, qui a son concurrent qui est VK, il y a Brighteon, il y a au moins une cinquantaine de plateformes
de partage vidéo comme YouTube, mais qui sont beaucoup plus communautaires, qui sont régionales. Mais cela ne veut pas dire que ces gens-là ne vivent pas du produit qu'ils ont lancé. Non, chaque plateforme a son marché et chaque plateforme peut tirer son épingle du jeu. Alors, pour ne prendre que les trois premiers que j'ai cités là, pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas lancer un Google qui va... Moi, je n'aime pas souvent le terme concurrence, en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas lancer un Google africain, puisque les Chinois ont pour eux, qui est Baidu? Pourquoi on ne peut pas entrer dans le marché des moteurs de recherche en proposant un moteur de recherche africain? Pourquoi on ne peut pas entrer dans le marché du paiement en ligne en lançant un mode de paiement pour l'Afrique? Pourquoi on ne peut pas entrer dans le e-commerce en lançant une plateforme qui va challenger Amazon et Alibaba? Ça n'a rien, il y a rien, le communautarisme n'est pas quelque chose de négatif, même dans le digital. Donc, il ne faut pas toujours dire que, OK, comme quelque chose existe déjà, on ne peut plus le faire. Non, il y a toujours une façon de faire. Il y a toujours une façon de proposer et il y a toujours une cible à qui on peut proposer. Il y a encore beaucoup à faire dans le domaine du digital. Donc, les opportunités sont énormes. Maintenant, en termes de formation, parce que c'est là le problème que nous avions, nous, lorsqu'on parle d'investir dans le domaine du digital. Il y a certaines personnes qui se bloquent parce qu'ils se disent « Non, je n'ai pas fait des études en informatique, je ne suis pas ingénieur en informatique, je ne peux pas faire telle ou telle chose. » Je dis non, ça c'est un blocage qu'il faut enlever dans la tête. Tout le monde aujourd'hui peut devenir entrepreneur web si tu as une idée et si tu as une vision. Lorsque tu as ces deux choses-là, la seule chose qui va te rester à avoir, c'est de chercher les compétences qui peuvent mettre en place ton idée. Mais toi, tu restes le chef parce que tu as la vision de là où tu veux aller. Mark Zuckerberg, qui est le propriétaire de Facebook aujourd'hui, on dit souvent qu'il n'avait pas terminé ses études, donc il n'a pas eu son diplôme. Dès qu'il a commencé le développement de Facebook, il a eu des investisseurs qui lui ont donné de l'argent et il s'est concentré pour le développement de sa plateforme. Mais depuis que cette plateforme est ancrée en bourse, il ne s'est plus jamais assis pour développer une ligne de code. Pourquoi? Parce qu'il a mis en place un département recherche et développement qui recrute les meilleurs développeurs qui se présentent à la Silicon Valley, qui envoient leurs dossiers. Et donc, pour lui, il se concentre maintenant uniquement sur la vision de son entreprise. C'est la même chose avec vous. Vous n'avez pas besoin d'être informaticien, d'être ingénieur en ci ou ça. Si vous aviez une idée, si vous aviez une vision, asseyez-vous, mettez votre projet sur papier et cherchez les compétences qui peuvent concrétiser votre idée. Et comme je l'ai dit, il y a tellement de choses à faire encore chez nous. Il y a tellement d'idées. Il y a des choses qu'on peut copier ici en Occident qui peuvent encore être difficiles à implémenter en Afrique parce qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas encore là. Mais rappelez-vous que chaque idée d'entreprise vient pour résoudre un problème. On a Uber aujourd'hui. Je ne sais pas, vous connaissez peut-être l'histoire de Uber. Les deux patrons ont été invités à une conférence en France. Ils sont arrivés à l'aéroport. Ils ne pouvaient pas trouver un taxi pour les amener à l'hôtel. Quand ils sont rentrés chez eux, ils ont créé Uber. Vous connaissez Airbnb. Les deux jeunes qui ont monté Airbnb, ils ont résolu un problème parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils vivaient dans une ville qui avait des conférences tout le temps et
les hôtels étaient toujours pleins. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui arrivaient dans ces villes-là, certains dormaient même dans leur voiture parce que les hôtels étaient pleins. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont eu l'idée de loger 3 personnes dans leur appartement. Ils ont mis des matelas gonflables au salon et ils ont proposé ces matelas-là à des conférenciers qui étaient dans la ville. C'est comme ça qu'est née l'idée de Airbnb, c'est-à-dire proposer du loyer à court terme pour des gens qui sont de passage dans une ville. Donc, ces deux exemples, lorsque on les transpose en Afrique, c'est faisable. C'est faisable. Donc, moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat web pour apporter un certain nombre d'alternatives à la communauté noire, on va dire la communauté africaine, parce que nous passons énormément de temps dans les réseaux sociaux, dans les plateformes occidentales. Et vous voyez bien que lorsque vous regardez les chiffres les chiffres, les rapports financiers de ces entreprises, de ces plateformes, ce sont des plateformes qui sont aujourd'hui en bourse, dont la valeur est chiffrée en termes de milliards. Mais vous vous demandez, mais pourquoi j'utilise Facebook, je ne dépense rien, je rigole toute la journée sur ces plateformes. Je suis sur YouTube, je regarde des vidéos en longueur de journée, je ne dépense rien. Mais comment est-ce que ces gens-là réussissent à générer des milliards? Alors, il faut justement comprendre qu'aujourd'hui, dans le digital, au début des années 90, de 2000, ce qui faisait la ressource du digital, c'était la publicité. Mais aujourd'hui, ce qui fait la richesse des compagnies, des entreprises qui investissent dans le digital, c'est l'humain. C'est-à-dire, c'est vous, c'est nous, le consommateur. Parce que qu'est-ce qu'on dit quand quelque chose est gratuit? C'est vous, le produit. Donc, nous sommes le produit des plateformes que nous utilisons aujourd'hui gratuitement. Pourquoi? Parce que c'est notre activité, l'activité que nous passons, l'activité que nous faisons dans ces plateformes qui génère la valeur pour ces entreprises-là. Donc, je vais un peu extrapoler en prenant l'exemple de Bill Gates avec, vous le voyez, s'investir dans les histoires de santé, vaccination aujourd'hui. Ce n'a rien de complotiste, c'est quelque chose que tout le monde peut aller fouiller dans le site de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Bill Gates a déposé un brevet qui va lui permettre, lui, de générer une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, vous savez ce que c'est la crypto-monnaie, basée sur l'activité du corps humain. Donc, les efforts que nous allons faire en journée vont miner en crypto-monnaie, on appelle ça le mining. C'est-à-dire, c'est ça qui crée la monnaie, la crypto-monnaie, le mining. Donc, lui, il veut baser la valeur de sa crypto-monnaie sur l'activité humaine. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'il compte faire le lien entre notre activité, c'est-à-dire toi qui es au fin fond de ton village et lui qui est aux États-Unis pour créer la valeur pour sa crypto-monnaie. C'est tout simplement en cherchant à injecter la nanotechnologie, les nanoparticules qui seront dans notre corps et qui vont être activées par ce qu'on appelle aujourd'hui, vous voyez, le déploiement de la G5 et tout, de la G5. Donc, ces nanoparticules qui seront dans nos corps et qu'on va activer à travers les ondes de la G5, c'est ça qui va, c'est cette activité, ce sont ces nanotechnologies, ces particules, ces nanoparticules
qui vont envoyer l'activité de notre corps à des serveurs Microsoft à travers la G5 qu'on va déployer partout. Et c'est ça qui va créer sa monnaie, qui va miner sa monnaie électronique. Donc, ça, c'était une parenthèse et c'est quelque chose que vous pouvez vérifier si vous voulez. Donc, c'était pour dire que c'est l'utilisateur aujourd'hui qui est le produit. Et je reviendrai toujours sur le chiffre de 2% d'utilisateurs actifs qui sont dans les réseaux sociaux dans le continent africain, plus les 100 millions de nouveaux utilisateurs qui vont se connecter dans les 5 prochaines années. La personne qui réussit à mettre un produit qui fédère ce marché, qui gagne ce marché, cette personne, vous-même, je vous laisse faire des calculs. Même si vous vendez le produit à 1 euro ou $1 ou 1000 francs CFA. Donc, il y a un énorme marché qui est là pour nous. Maintenant, c'est à nous de réfléchir, c'est à nous de créer, c'est à nous d'innover pour commencer à occuper cet espace. Parce que si nous ne le faisons pas, aujourd'hui, les plateformes occidentales sont en train de s'implanter. Aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un, quelqu'un veut t'appeler, tout de suite, il a le réflexe WhatsApp. Quelqu'un veut se connecter dans les réseaux sociaux, tout de suite, il a le réflexe Facebook. Quelqu'un veut publier sa vidéo, son clip, il a le réflexe YouTube. Non, ça, ce ne sont pas des plateformes qui vont à notre avantage. Il faut qu'on crée pour nous. Il faut qu'on crée des plateformes qui sont plus proches de nous. Et c'est à travers l'activité que nous allons faire dans ces plateformes, c'est ça qui va permettre de créer un écosystème digital africain solide et concurrentiel. Il faut qu'on arrête d'utiliser à temps plein ces solutions qui nous viennent d'ailleurs, parce que c'est toute notre vie privée que nous sommes en train de donner, de déverser à ces entreprises-là. Moi, ça m'amuse quand je vois des chefs d'État qui ont des conférences en utilisant Zoom, comme nous l'utilisons là, mais ils ne savent pas qu'on peut écouter leur conversation. Pourquoi? Parce que Zoom, ce n'est pas une solution qui leur appartient. Et donc, on peut ouvrir des portes pour écouter toutes ces communications-là. Donc, les enjeux sont énormes, non seulement économiques, mais politiques aussi. Et pourtant, ce n'est pas mettre une application Zoom qui est compliquée. Il suffit que des gens se réunissent, ils mettent l'argent sur la table, on appelle des développeurs et puis on commence à coder l'application. La ligne de code qu'un ingénieur indien écrit en Inde et donne un résultat 1, la même ligne de code, aujourd'hui, on a des Camerounais qui sont capables d'écrire la même ligne de code et qui va donner le même résultat. Le gros problème qu'on a, c'est qu'on se dit toujours que ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Non, il y a toujours à faire. Et j'aime aussi souvent prendre l'exemple des bouteilles d'eau. Lorsque vous entrez dans un magasin, vous voyez le nombre de bouteilles d'eau, de marques de bouteilles d'eau qu'on propose. Vous pensez que ceux qui proposent d'autres marques ont vraiment réfléchi pour dire, OK, comme tel fait déjà de l'eau, laissons tomber, il a déjà son marché. Non. Les autres sont entrés dans le même secteur, c'est-à-dire proposer de l'eau, juste mettre de l'eau dans des bouteilles, personnaliser la bouteille. Et vous voyez bien que lorsque vous-même vous arrivez au magasin, si vous prenez 2 bouteilles d'eau de marques différentes, au fond,
Qu'est-ce qui change quand nous buvons ces eaux-là? Qu'est-ce qui change? Absolument rien. Absolument rien. Dans la ligne des eaux gazéfiées, c'est la même chose. Ça sera le même goût pétillant qu'on aura dans la bouche. Dans la gamme des eaux alcalines, c'est la même saveur qu'on va avoir dans la bouche, même si la marque est différente. Donc, il faut avoir cet esprit-là, d'enlever dans la tête que quelque chose existe déjà. Lorsque tu veux entreprendre, tu commences, tu te jettes et tu te mets des moyens pour mettre ton produit accessible pour que les consommateurs eux-mêmes apprécient et valident ton produit. Tu n'as pas à t'auto-censurer. Tu n'as pas à t'auto-censurer. Pour prendre mon exemple, j'ai lancé, quand je lançais AfriTube et Netiwoki, on m'a dit, bah, écoute, tu sais, les gens sont tellement sur Facebook et sur YouTube que personne ne viendra. Mais aujourd'hui, je suis surpris. Je suis très surpris moi-même parce que l'évolution de ces deux plateformes. AfriTube, rien que pour ce mois, a enregistré 3600 vidéos. On n'est même pas encore arrivé à la fin du mois, mais ça a déjà enregistré 360 vidéos publiées par les personnes qui découvrent la plateforme et qui sont intéressées. Et ça monte, ça va crescendo. Pareil pour Netiwoki, le nombre d'utilisateurs, on est bientôt à 5000. Et chaque jour, il y a au moins une quinzaine de personnes qui s'inscrivent. Si je m'étais auto-censuré, j'allais pas commencer le projet. Donc, il faut être déterminé. Quand tu as une vision, tu sais là où tu veux aller, mets ton produit sur le marché. Commence à entreprendre. Commence à entreprendre. Tu ne peux pas, personne ne peut combattre toute la concurrence qui existe. Personne. C'est quand tu te mets sur le marché, c'est quand tu entres sur le marché que tu commences à voir réellement ce qui se passe et améliorer ton produit. Peut-être certaines personnes consomment un produit parce qu'il n'y a pas un autre. Donc, l'arrivée de ton produit peut faire perdre à ton concurrent une part de marché. Et ça dépend maintenant de la taille de ce marché. Moi, aujourd'hui, je ne cherche pas à concurrencer YouTube. Mais si j'ai 5% de la part du marché dans le domaine des plateformes de partage vidéo, ça me suffit. Je pourrais dire que j'ai atteint mes objectifs. Je n'ai pas besoin d'avoir 100% de part de marché dans le domaine, dans le segment des plateformes de partage vidéo. Non, je n'ai pas besoin de 100%. Si j'ai 5% les 5 prochaines années, 10% les 5 autres prochaines années, 15% la troisième année, je peux dire que j'ai atteint mes objectifs. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Bon, autre chose aussi, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, cela ne veut pas forcément dire que tout le monde doit chercher à créer quelque chose. Non. Dans l'entrepreneuriat, il y a ceux qui créent et ceux qui créent ont parfois besoin des investisseurs, c'est-à-dire ceux qui ont l'argent, ceux qui ont la finance et qui ne savent pas ou qui cherchent là où ils veulent mettre leur argent. Ceux-là aussi font partie de l'entrepreneuriat. C'est une forme d'entrepreneuriat parce que vous venez vous joindre à une personne qui a eu une idée et qui a une vision et ensemble, c'est pour créer la richesse avec tout ce que cela comporte comme risque. Parce que si tu as ton argent qui est dans une banque et qui ne te produit absolument rien, tu peux mettre une partie de cet argent dans un projet qui, dans 5 ans, te rapporte fois 10 ce que tu as misé au départ. Ce n'est pas une mauvaise affaire. Ce n'est pas une mauvaise affaire. Donc, investir dans le digital, ce n'est pas seulement chercher à créer quelque chose, mais c'est aussi chercher des entreprises ou des initiatives
qui peuvent porter à long terme et de les soutenir en prenant des actions dans ces entreprises-là. Donc, pour revenir sur la question des formations, je suis passé dessus, en fait, j'en ai parlé à l'intérieur de mon propos. La formation aujourd'hui, c'est essentiel parce qu'il faut pouvoir comprendre un certain nombre de choses, même si on ne va pas à fond. Mon parcours, il est atypique et on me demande souvent comment j'ai fait pour arriver là, dans ce que je fais aujourd'hui. Moi, j'ai un baccalauréat A. J'ai commencé, après mon bac, je suis allé à l'université où je voulais faire droit. C'est un ami dans les années 98, 99, avec l'arrivée de l'Internet au Cameroun, qui me dit, écoute, j'ai lancé mon cybercafé, je veux quelqu'un qui peut m'aider. Alors, c'est comme ça qu'après les cours, je m'arrêtais au cyber, j'ai aidé les gens à naviguer, à créer leurs adresses email, à envoyer des messages. Et c'est comme ça qu'il me dit, ben, écoute, moi, je vois que tu es très apte, tu comprends mieux cette histoire d'Internet, pourquoi est-ce que tu ne t'investis pas dessus? Je dis, ouais, tu as peut-être raison. Et à l'époque, on parlait du créateur de Yahoo. Yahoo, tous nos premières boîtes email, c'était Yahoo. Donc, le créateur de Yahoo avait 24 ans. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'un jeune homme de 24 ans peut proposer un service pareil et puis c'est le monde entier qui l'adopte? Parce qu'à l'époque, c'était Hotmail qui était en termes de messagerie électronique, c'est Hotmail qui était leader. Alors, quand Yahoo arrive, c'est un jeune homme de 24 ans qu'on nous présente, qu'il a créé son histoire dans un garage avec son ami. Et puis voilà, c'est devenu ce que c'est devenu. Alors, je me suis dit, bon, s'ils ont fait ça, moi aussi je peux. C'est comme ça que j'ai commencé à m'investir dans la formation. J'ai commencé par le développement web. À l'époque, au Cameroun, il n'y avait aucune structure vraiment qui formait sur place. Alors, l'avantage que j'ai eu, c'est que comme j'avais accès à l'Internet à travers dans ce cybercafé où j'ai aidé mon ami à gérer, je partais souvent de là parfois à 23 heures. Et tout ce temps-là, je le mettais à contribution pour faire des recherches et trouver des mentors. C'est comme ça que j'ai commencé à me former. Mais plus j'avançais, plus ça demandait d'autres ressources. Il y a des ressources que je devais payer pour les avoir, pour les recevoir. Il y a des mentors que je devais payer pour avoir parfois 2 heures ou 3 heures de formation ou d'échange en direct. Avant, c'était Skype, oui. Donc, il fallait passer des soirées à être coaché ou à être formé par ces gens-là. Je ne suis jamais allé dans une école informatique, hein, jamais. Ça a été de l'apprentissage, de l'auto-apprentissage. Ça a été de l'abnégation, des sacrifices, parce que j'ai payé moi-même des formations. J'ai cherché des personnes qui pouvaient me tenir en main et qui avaient la même passion du développement. Et heureusement, il y avait des personnes disponibles, des personnes qui voulaient partager, des personnes qui voulaient échanger, des personnes qui m'ont motivé. Donc, c'est très important. Si vous voulez vous lancer dans la formation, dans le digital, il faut déjà avoir la passion et savoir qu'il y a des sacrifices à faire. Donc, en termes de formation, je ne vais pas vous dire d'aller dans telle école. Oui, il y a des écoles aujourd'hui qui offrent des formations, mais je dis aussi que par vous-même, si vous avez la volonté, il y a tellement de ressources en ligne aujourd'hui que vous pouvez, si vous vous mettez,
vous allez aussi, si vous commencez et que vous pratiquez, demain, vous pourriez faire des choses que vous-même, vous serez étonné. Les seules limites que vous vous donnez, c'est ce que vous vous fixez, c'est dans votre tête. Quand je suis recruté à l'UNESCO, ils avaient fait une offre de mission et beaucoup de gens ont répondu. Beaucoup de gens ont répondu à cette offre. Je pense que j'étais le seul au Cameroun. J'étais le seul au Cameroun. Et à ma grande surprise, c'est moi qu'on a retenu. Alors, quand j'avais vu le coordonnateur du programme, je lui ai demandé au fait, pourquoi est-ce que moi j'ai été retenu par rapport à des dossiers, à d'autres CV je vois des gens qui avaient des formations, des certifications, Microsoft, des machins à telle chose. Il m'a dit non. Dans votre CV, on a vu une chose, la passion et l'envie d'apprendre. C'est comme ça que j'ai été retenu. Donc, dans le domaine de l'informatique, aujourd'hui, j'ai on va dire multi-bagages parce que je peux intervenir sur plusieurs types de projets. Je me suis formé en gestion de projets IT. Je me suis formé dans le développement. Je me suis formé dans tout ce qui est base de données, protocole de sécurité, même si je ne peux pas m'asseoir dans certains projets pour les écrire, mais au moins je peux conduire ces projets. Je peux dire telle chose ne va pas à ce niveau parce que si on passe par ce chemin, on va avoir tel problème. Donc ça, ce sont des domaines qu'il faut quand même maîtriser lorsque vous voulez vous lancer dans le digital aussi. Sinon, vous allez prendre votre projet, vous allez confier à quelqu'un qui demain peut le détourner aussi, le transformer à sa façon s'il est malhonnête, parce qu'il sait que vous ne comprenez rien par rapport à ce que vous-même vous voulez faire. Donc, lorsque vous aviez une idée, on dit qu'il faut s'entourer d'une bonne équipe de personnes intègres. Ce n'est pas tout le monde qui va devenir entrepreneur. Il y a juste des gens qui veulent qui veulent pratiquer ce qu'ils ont appris à l'école. Il faut chercher ces personnes-là. Mais pour quelqu'un qui veut entreprendre, nous savons aujourd'hui que le salariat, ce n'est pas ça qui enrichit forcément son homme. Le salariat nous rend prisonniers parce que c'est quelqu'un qui gère notre temps. Mais si tu veux investir, il faut quand même avoir un certain nombre de compétences managériales pour gérer les hommes et piloter ton projet, de gérer ton projet. Et ça, ce sont des formations qu'on trouve en ligne aujourd'hui. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour sur la question. Maintenant, s'il y a des choses que je n'ai pas soulevées, on va discuter ensemble dans la deuxième partie des questions-réponses. Merci. Merci déjà pour cette intervention que j'ai trouvée très riche. Toutefois, il y a des points où tout n'était pas assez clair pour moi. Vous avez parlé d'un marché de 102% en Afrique. Est-ce que c'est bien ça ou bien vous vouliez parler de 2%? Non, je n'ai pas bien parlé de 102%. Ça, c'est si vous allez dans le site, c'est un site qui donne des rapports sur l'utilisation des réseaux sociaux dans le monde, c'est haute-suite.com. Vous allez trouver ces chiffres-là. Attendez, je vais voir si je peux retrouver et partager mon écran. Attendez, donnez-moi juste une minute.
Donc, c'est bien 102%. Lorsqu'on prend tous les utilisateurs de l'Afrique, et là, je parle seulement de l'Afrique, je ne parle pas de la communauté noire, je n'ai pas parlé de la diaspora. Donc, des personnes qui peuvent, qui peuvent utiliser un produit qui est axé afro-centré. Non, excusez-moi, pendant que je cherche ce document, je peux prendre d'autres questions. Oui. Autre chose, je ne sais pas, bon, pour le moment, il n'y a pas encore de main levée. Pour ceux qui sont en ligne avec nous, qui sont sur Facebook et qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, je les prendrai. Autre chose, j'aurais voulu que vous nous parliez un peu de arambi.com parce que c'est une plateforme, en tout cas, de financement participatif. Et en tout cas, je m'imagine bien que la question du financement est importante. Alors, comment est-ce que ça se passe chez arambi.com? OK. Arambi, c'est l'équivalent de Litchi que beaucoup connaissent en Europe, Litchi. Donc, c'est dans le même modèle. C'est comme je vous disais, il ne faut pas souvent vous dire que telle chose existe déjà, on ne peut plus faire quelque chose. Alors, Arambi, c'est une plateforme que j'ai mis en place pour permettre aux porteurs de projets de la communauté africaine, qu'ils soient dans le continent ou dans la diaspora, de rencontrer ceux qui ont des projets, ceux qui ont des financements, ceux qui ont des financements et qui peuvent être intéressés d'investir dans un projet. Donc, c'est un peu dans cette optique de création de cagnottes qui m'a poussé à mettre en place Arambi. Si vous allez dans le site, bon, c'est la nouvelle version qui est en ligne depuis 2 semaines parce qu'il y avait une première version qui avait déjà un certain nombre de projets, mais elle buguait un peu et on a attendu que ceux qui avaient déjà lancé des cagnottes puissent arriver au terme de leur date de financement pour mettre la deuxième version. Vous allez la voir, elle est encore en anglais. On va traduire en français plus tard. Et il y a deux projets tests qui sont à AfriTube et Netiwoki. Oui. Donc, c'est dans cet esprit-là. Permettre à ceux qui ont des projets de les mettre en ligne et ceux qui ont des finances de pouvoir s'investir, de pouvoir choisir les projets qui les intéressent et puis avec les porteurs de projets, essayer de discuter pour voir comment ils peuvent finaliser ces projets-là. Pardon, mon micro était fermé. Donc, j'ai déjà deux mains qui sont levées. Franck Bellinga, monsieur Franck Bellinga et monsieur Thierry Amougou. Donc, je vais commencer par Franck Bellinga, puis on prendra Thierry Amougou. Oui, bonsoir, bonsoir Hervé, bonsoir à l'Assemblée, bonsoir à l'intervenant. Alors, moi, c'est Franck Bellinga. Déjà, je vous remercie pour votre intervention et je vous félicite. Oui, je ne peux pas mettre la caméra parce que je suis allongé, je sors d'un boulot. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je sors du travail, donc je félicite le frère pour les plateformes qu'il a créées. Franchement, moi, j'ai regardé un peu. J'ai regardé, par exemple, AfriTube, là. J'ai même partagé une musique de mon artiste là-bas. Franchement, j'invite tous ceux qui sont là à aller faire un tour, à aller jeter un œil. C'est très bien monté, c'est pratique. C'est pratique et surtout, tu peux gagner de l'argent. C'est à peu près comme YouTube. Hein. Tu mets ta vidéo, des gens achètent. Je pense que c'est 1 euro la vidéo, 1 euro, un truc comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant. Ensuite, je voulais rebondir pour dire aux frères que moi, je suis un passionné de l'entrepreneuriat
Et je voudrais en fait qu'il me forme un peu sur le web, sur les montages web là. Comment je peux dire ça? Le développement web. Voilà, le développement web là. Je souhaite que, je ne sais pas comment on peut faire. Bon, si c'est payant, ben, peut-être tu pourras m'envoyer les modalités, tout ça, parce que moi, je suis vraiment intéressé par ça. Je suis un passionné du digital et un fou de l'entrepreneuriat. Donc, c'était mes deux préoccupations pour le moment. Et puis, bon, je vais laisser peut-être la parole aux autres. Merci beaucoup. OK. Merci, merci pour comment dire, le clin d'œil que tu as fait aux plateformes. Je précise juste que sur AfriTube, ce n'est pas toutes les vidéos qui sont payantes. C'est ceux qui veulent des contenus à valeur ajoutée qu'un créateur met en ligne. Je vais prendre l'exemple d'un artiste, par exemple, qui met, au lieu d'aller mettre gratuitement sa vidéo sur YouTube, décide de la monétiser sur AfriTube. C'est ce qu'on appelle la monétisation directe. C'est-à-dire que tu achètes un produit que tu consommes. Et la musique, c'est un produit. Parce qu'on nous a un peu habitués, YouTube a habitué surtout les Africains à croire que la gratuité, c'est un droit. Or, aujourd'hui, ceux qui ont beaucoup perdu avec YouTube, ce sont les artistes africains qui n'ont pas de modèle économique, un modèle d'affaires. Quand tu regardes un artiste africain, tu lui demandes comment il gagne son argent, il va te dire qu'il attend les spectacles. Mais combien de spectacles ils font par an? Ils vont te dire, OK, on a des invitations dans les soirées. Mais combien de soirées sont organisées par an et combien ils sont même payés? Or, avec la monétisation directe, ça peut permettre à l'artiste africain aujourd'hui qui a déjà une certaine audience et qui a des fans de pouvoir avoir un retour sur investissement. Je prends un exemple de Lady Ponce qui parfois fait 400 000 vues lorsqu'elle met un clip en ligne gratuitement. Mais imaginons qu'elle décide de monétiser sa vidéo sur AfriTube et elle décide de mettre à 1 euro. Au moins 15% des personnes qui ont regardé sa vidéo sur YouTube, 15% de ces personnes sont en Europe, en Occident. Et si chacun décidait de mettre 1 euro pour regarder le clip de Lady Ponce, elle va se retrouver avec 60 000 euros bruts, soit, je pense, ça va dans les 29 millions de francs CFA. Ce que YouTube ne pourra jamais lui donner de toute sa carrière. Ça, ce n'est qu'un exemple. Et avec ça, l'artiste peut vivre de son art. Ne soyons pas révoltés en disant pourquoi est-ce qu'on va payer ce qui est gratuit sur YouTube. Non. Ce que vous trouvez gratuit sur YouTube, c'est parce que l'artiste a voulu mettre ça gratuit sur YouTube. Et pour la petite histoire, ce sont les grands majors de la musique américaine qui ont fait le succès de YouTube. Mais quand eux-mêmes ils se sont rendus compte qu'ils sont exploités par cette plateforme, ils sont tous partis. C'est pourquoi aujourd'hui, tu ne peux plus voir le nouveau clip de Usher sur YouTube. Tu ne peux plus voir le nouveau clip de R. Kelly dans YouTube. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont créé leur plateforme pour avoir accès à leurs vidéoclips. Tu t'abonnes par mois. La plateforme, c'est Tidal. En français, Tidal. Mais c'est une plateforme que les gens ne connaissent pas, que les artistes africains ne connaissent pas, parce que ce n'est pas une plateforme pour les musiciens ou les artistes africains. C'est pourquoi je vous ai dit que dans le digital, il suffit de cibler une communauté. Vous n'avez pas besoin de créer un produit qui sera mondial et qui va faire de vous le roi du monde dans le digital. Non. Vous pouvez créer une plateforme qui vient pour résoudre un problème et qui a sa cible. Aujourd'hui, tous les grands artistes américains publient sur Tidal. Vous ne pouvez plus les voir sur YouTube. Ceux qui sont sur YouTube, c'est peut-être bon, parce que leur plan marketing demande d'aller sur YouTube. Mais bon, leurs ressources maintenant viennent beaucoup plus de cette plateforme-là où il faut s'enregistrer pour pouvoir regarder leurs vidéoclips. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux artistes camerounais et africains.
c'est qu'ils gagneraient plus à venir sur AfriTube où ils pourront faire de la monétisation directe. Ça, c'est d'un. De deux, AfriTube offre aussi, rémunère aussi les simples utilisateurs. C'est-à-dire, tout ce que vous allez faire sur cette plateforme va vous permettre d'accumuler des points. Et plus tard, ces points, vous pourrez les transformer, les convertir en cash ou alors en cadeau d'un partenaire. Par exemple, ça peut être, si vous faites un exemple, hein, 1200 points pour vous donner une coupe gratuite chez un coiffeur de votre région. Comprenez? Donc, ça, ce sont des fonctionnalités que nous avions implémentées dans cette plateforme. Il y a beaucoup d'autres que je ne pourrais pas détailler ici, que YouTube ne propose pas. Le seul avantage de YouTube, c'est parce qu'on pense qu'il est leader dans le domaine, oui, et on se dit, une fois qu'on publie notre affaire sur YouTube, tout de suite, on sera mondialement vu. Mais non, il y a des centaines de vidéos qui sont noyées dans YouTube et que personne ne voit. Pourquoi? Parce que il y a des millions et des millions de vidéos qui sont publiées par jour. Et vous pensez que c'est votre petite vidéo qui va se mettre en tête? Non. Parfois, quand on découvre une vidéo sur YouTube, c'est parfois le fruit du hasard. Moi, j'ai un utilisateur de AfriTube qui m'a dit, depuis que je publie sur AfriTube, j'ai plus de vues que les 2 ans que j'ai passé sur YouTube. Donc, c'est pour vous dire, AfriTube, ça a été fait pour la communauté africaine. C'est déjà un marché, c'est déjà une cible pour tout créateur de contenu. Le Chinois, si le Chinois veut mettre sa vidéo en ligne, il ne va pas aller sur YouTube. Il va chercher le YouTube chinois parce qu'il sait que c'est là-bas qu'il y a plus de Chinois qui vont regarder son truc. Il a déjà sa cible. Maintenant, si ça tombe sur YouTube, c'est autre chose. Et c'est la même chose avec le Russe. Le Russe, il ne va pas mettre sa vidéo dans YouTube alors qu'il y a une plateforme russe qui est VK, qui tous les Russes sont dedans. Ce n'est qu'en Afrique où on a cette histoire, je ne sais pas si c'est le snobisme de penser que lorsqu'on est sur YouTube, on a percé. Non. Nous pouvons créer une communauté forte, une plateforme forte pour nous faire voir et pour créer notre audience aussi. D'accord? Alors, bon, pour la deuxième question, est-ce que je peux te former? Là, c'est un peu difficile, mon frère, parce que je suis dans beaucoup de projets en ce moment pour prendre quelqu'un en formation. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais te donner des liens pour la formation de base, c'est-à-dire des petites choses qui sont incontournables. Si tu veux évoluer dans le domaine du développement, si tu ne passes pas par là, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, je vais t'envoyer, tu vas me communiquer ton adresse email. Je vais t'envoyer des liens. Tu vas lire ces documents, ces ressources en ligne. Tu vas pratiquer. Si tu as des blocages, tu peux me dire, là, on peut discuter, d'accord? Mais te prendre à main pour une formation de A à Z, je ne te mens pas. Ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais je suis dans beaucoup de projets, ce qui fait que c'est un peu difficile pour moi. D'accord? Je vais t'envoyer des ressources en ligne. Et vraiment, si tu veux te mettre dans le développement, il faut que tu t'appliques. Comme je l'ai dit, moi, je suis passé par là et ça me prenait des heures et des heures et des heures. D'accord, d'accord. Moi, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup. OK, je suis partant pour les liens que tu vas me partager. Je profite juste avant de laisser la parole pour poser une dernière petite question. Je pense qu'on en avait déjà échangé, ou bien c'est pour apporter un éclairci. C'est au sujet de la monétisation là, au niveau des achats, l'achat des vidéos. J'ai constaté que on ne pouvait pas encore, les personnes qui sont en Afrique, parce que moi, par exemple, mon artiste, sa fan base
elle est en Afrique et bah, ils n'ont pas forcément les cartes pour acheter, tu vois. Donc, du coup, c'est compliqué. Je ne sais pas s'il y a quelque chose en vue pour le continent, pour notre continent. Et voilà, je pense que ça, c'est une opportunité. Oui. Oui, cash up. Oui, tout à fait, tout à fait. Nous sommes en train de travailler avec Cédric Atangana, qui est un frère aussi, vous connaissez certainement. Nous sommes en train de travailler avec Cédric qui doit, euh, en fait, il doit mettre à la disposition des développeurs une passerelle de paiement avec son application WeCatchUp. Mais pour le moment, ils ne l'ont pas encore. Voilà, ils n'ont pas encore finalisé la partie, l'API qu'ils doivent donner aux développeurs pour faire la passerelle et commencer les paiements. Sinon, que les dates qu'il m'a données, la date qu'il m'a donnée, il a parlé de fin janvier, début avril. Donc, je pense que pour le moment, euh, les gens qui sont en Occident, ce sont des gens qui consomment aussi beaucoup de produits qui viennent d'Afrique. Pourquoi? Parce que ces artistes qui sont en Afrique n'envoient pas toujours leurs produits en Europe. Vous comprenez? Donc, même si un artiste a une fan base en Afrique, il faut aussi il faut savoir que la diaspora africaine, c'est un grand marché qui consomme et qui peut consommer facilement le produit. J'avais lancé la plateforme Ebendisc, qui est aussi une de mes plateformes. C'était pour permettre aux artistes africains de pouvoir commercialiser, de pouvoir distribuer leurs produits en Occident, c'est-à-dire les produits physiques. Si tu veux, si quelqu'un veut acheter un CD ou une cassette, c'est vrai que les cassettes, c'est hors d'usage aujourd'hui, mais au moins c'est le CD. Si quelqu'un veut acheter un CD pour écouter dans sa voiture, il peut l'acheter facilement. Parce que le manque de distribution des produits africains fait que les gens vont sur YouTube, téléchargent vos musiques, ils mettent dans les iPads et tout, ou dans les clés USB, et puis ils suivent la musique dans leur voiture. Après, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus envie d'acheter le produit physique, puisqu'ils ont déjà ça dans la clé USB. Et c'est ça qui plombe l'artiste africain aujourd'hui. Les Michael Jackson réussissaient avant, lorsqu'on dit qu'ils vendaient 5 millions d'albums. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Même si Michael vivait encore aujourd'hui, il suffisait qu'il mette un CD sur le marché, il y a des gens qui vont consommer. Parce que entre acheter le produit d'un artiste, c'est différent de suivre ça dans les réseaux sociaux. C'est cette culture-là que vous devez donner à vos fans. Ne faites pas croire à vos fans que parce que c'est publié sur YouTube, vous avez le droit d'aller regarder. Parce que la musique, c'est une industrie, on parle de l'industrie musicale. Et qui dit industrie dit, vous mettez de l'argent, et lorsqu'on met de l'argent dans un produit, c'est pour avoir un retour sur investissement. Donc, ça ne sert à rien d'aller mettre vos produits gratuitement sur YouTube parce que vous voulez juste avoir des gens qui vous suivent. Si votre produit est bien, les gens vont chercher à l'avoir. Ce n'est pas YouTube qui fait la célébrité d'un artiste. C'est le produit que l'artiste met sur YouTube qui fait sa célébrité. Il y a plein d'artistes qui sont noyés dans YouTube. Pourquoi? Parce que le produit ne fonctionne pas. Et il y a la petite Elekra qui chante par exemple La chose ci. C'est cette année, je pense, on l'a découvert et pourtant ce morceau est sur YouTube depuis 4 ans. Et pourquoi on l'a découvert? C'est à travers une vidéo de mariage dans les réseaux sociaux. Alors, vous comprenez donc que ce n'est pas YouTube qui fait le succès de l'artiste, mais ce que vous mettez derrière. Tout le travail, c'est les partages. Alors, quelle que soit la plateforme où tu vas publier ta vidéo, si tu fais un bon partage après, tu vas créer ton audience. Donc, voilà ce que je voulais dire à propos. D'accord, merci beaucoup, frère. Hein. C'est gentil de ta part. Et avant de passer la parole à M. Thierry Amogo, puis Roger, M. Mbankoto Roger, je vais
je vais quand même dire à notre intervenant, à M. Sissima, que lorsqu'on pose des questions, elles peuvent être utiles à tout le monde. Donc, il serait peut-être souhaitable que les liens, vous les envoyez au bureau de l'ASBL qui va redistribuer à tout le monde, y compris à Frank Bellinga. Voilà, ça c'était juste la précision que je voulais apporter. Et ceux qui sont toujours en procédure d'inscription, je voudrais vous dire de vérifier vos mails et de finaliser vos procédures parce que parfois, on a comme l'impression que certains ne suivent pas après. Donc, n'hésitez pas à vérifier dans vos mails parce que nous sommes assez réactifs à ce niveau. Je vais donc passer la parole maintenant à M. Thierry Amou. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, bon, bonsoir à tous. Voilà, j'ai la chance d'avoir un peu de temps aujourd'hui, donc très heureux d'être avec vous. Donc, je voulais dire merci à M. Sissima pour sa présentation extrêmement généreuse, hein, qui nous montre une trajectoire très riche et particulière. Et je voulais également lui dire qu'il est vraiment un exemple qu'il faut aussi les Camerounais qui ne sont pas bons en maths, ils sont mathématiques et statistiques. Moi, j'ai eu le meilleur camarade que j'ai eu en économie mathématique, c'est quelqu'un qui a un bac A. Donc, je voulais dire que les maths et les stats ne sont pas une affaire de mécaniciens, c'est une affaire de français. Hein. Lorsqu'on comprend bien le français, on fait très bien les maths. Hein. C'est très important. Hein. Donc, je voulais également dire que la passion que vous avez soulignée est extrêmement importante. Il faut avoir de la passion. Quand quelqu'un vous voit, vous pose la question de savoir, mais comment vous êtes formé? Les étudiants me posent la question, monsieur, quel a été votre cursus? Mon cursus, c'est moi-même. Je me suis formé moi-même. C'est le diplôme que j'ai. Je le fais passionné. Donc, c'est extrêmement important d'avoir cela. Vous investissez, vous mettez en une affaire là où les gens disent, pas mal, vous y croyez à faire votre trou. Et donc, je voulais aussi dire que Afritude que vous proposez peut-être déjà même aider les artistes camerounais qui se cassent la tête avec les droits d'auteur à gauche et à droite. Je crois que si ils misent sur cette plateforme-là, ils peuvent déjà résoudre une partie de leurs problèmes. Seulement en gagnant avec. Alors, je vais faire quelques petits réagir ici. Votre connexion me semble un peu instable là. Je ne sais pas, parce que parfois c'est comme si c'est un peu coupé. Il y a des coupures. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est chez moi ou bien est-ce que les autres n'ont pas... Oui, sa connexion est un peu saccadée, mais ça va. Ok, bon, ça va alors, oui, ça va. Oui, donc vous êtes intervenu là, vous avez vraiment montré, voilà, ce qui est important, vous êtes entrepreneur, voilà, vous avez l'esprit d'entreprise. Je voulais un peu faire quelques commentaires par rapport à l'environnement qui doit aider les gens comme vous. Parce que cet environnement-là, lui-même dans le numérique, est également un secteur d'investissement, c'est-à-dire un créneau porteur. Et lorsqu'on voit les GAFAM, à savoir Google, Apple, Facebook, Amazon et les autres, on se rend compte que l'investissement étatique est très important pour créer cet environnement. C'est pourquoi je voulais dire, il y a d'autres créneaux qui ne sont pas au niveau de l'entrepreneur individuel, mais qui sont au niveau étatique, qui créent un environnement via des investissements dans ce domaine-là. Et vous avez par exemple la question de la fracture numérique en Afrique. C'est-à-dire, ça peut être un créneau aussi pour permettre aux institutions, aux structures de s'équiper par rapport justement donc, aux outils numériques. Ça, c'est un créneau important, mais ce n'est pas un individu qui fait ça, c'est un État qui le fait. Vous avez les enjeux de pouvoir. Pourquoi je parle des enjeux de pouvoir? Parce qu'on mène de l'information. L'information, l'enjeu énorme de l'information. L'information est une valeur économique. L'information produit du pouvoir. Il faut collecter l'information, il faut la stocker, il faut la distribuer. Et là, c'est un enjeu où nos pays sont complètement largués. On n'a pas de satellite. Tout le câblage qui se fait dans le niveau marin, nous ne le maîtrisons pas. Et c'est là où se joue l'enjeu aujourd'hui donc du numérique. Et ce sont des États qui doivent entreprendre cela. Et ce n'est même pas au niveau du Cameroun. Ça, c'est un projet qui doit être panafricain pour maîtriser l'enjeu de l'information. Parce que comme le disait le stockage, c'est qui devient
Donc, l'État soit capable de maîtriser, de la stocker, de la produire et de la distribuer pour que nous soyons capables d'avoir un monopole sur l'information africaine. Et là, une chose importante, c'est que M. Sissi m'a fait, AfriTube, c'est très important, mais l'appropriation, c'est quoi? Ça veut dire qu'on réfléchit à la programmation, aux algorithmes à partir de notre culture. Imaginez un peu une plateforme qui pense à des algorithmes à partir de notre culture. Ça veut dire qu'on n'est plus uniquement consommateur. On devient aussi quelqu'un qui va avoir ce qu'on appelle des monopoles, parce qu'on va concevoir des algorithmes qui correspondent à nos canons culturels et à notre rationalité. Ça, c'est extrêmement important parce que nous sommes dans un capitalisme de l'information. Et cette information-là, si nous ne la maîtrisons pas, ce sont les autres qui vont utiliser cette ressource-là. Et ce n'est pas au niveau de l'entrepreneur individuel qu'on va le faire, c'est au niveau étatique. Parce qu'il y a même un enjeu de sécurité qui se joue à ce niveau. Voilà. Parce que si nous ne maîtrisons pas notre information, je ne sais pas si vous avez lu l'ouvrage de capitalisme de surveillance, où on se rend compte que ce sont nos informations de consommation sur notre santé, sur nos habitudes, qui deviennent maintenant l'objet à travers lequel on investit, on gagne de l'argent. Donc, je crois que l'État doit aussi, nos États et notre continent, doit investir dans cet environnement-là pour que des gens comme M. Sissima puissent avoir la capacité, voilà, d'avoir une mainmise sur cette information africaine. Donc, merci, c'est juste ce que je voulais dire. Oui, merci pour, merci pour cette touche, merci pour cette vision beaucoup plus globale. Monsieur Sissima, je ne sais pas si vous voulez réagir à cela. Oui, justement, le grand frère, il a raison lorsqu'on parlait d'enjeux. Moi, j'ai parlé des enjeux politiques. Lui, il a ajouté des enjeux sécuritaires et même sur le plan de notre propre santé. C'est très important aujourd'hui la gestion des données. Il y a des pays qui se développent, des pays en Occident aujourd'hui qui ont réussi à mettre en place de véritables politiques de développement avec les données qu'ils ont reçues des entreprises de la GAFAM, de Google, Apple et machin, toutes ces structures-là. Ils ont réussi à mettre en place des programmes de planification pour le développement. Or, en Afrique, le chiffre, les statistiques, on dirait que c'est une notion qui... c'est de la sorcellerie. Or, aujourd'hui, ce sont des entreprises digitales qui peuvent amener les gouvernements à réaliser, à avoir ce type de données. Vous voyez, quand je voulais partager l'écran, je ne sais pas si c'est possible. Oui, allez-y. Okay. C'était pour revenir à la première question que... Je ne sais plus qui m'a posé la question. Monsieur Frank Bellinger. Oui. Non, pour partager son écran. Oh, écran partagé. OK. Là, vous voyez? Mm-hmm. Vous voyez? Oui. OK, voilà. Donc là, c'est, comme je vous disais, ça, c'est les chiffres. Ça, c'est 2000, comme vous voyez, janvier 2020, les derniers chiffres, hein, cette année. Mm-hmm. Donc, c'est récent. Donc, quand vous totalisez le pourcentage par région en Afrique, on tombe sur le chiffre que je vous ai donné. Donc, ce ne sont pas des chiffres en l'air, ce sont des études qui sont faites par région dans le monde. Ce qui fait que toi qui as une entreprise, tu vas te lancer dans le digital, tu vas mettre une plateforme digitale, tu sais déjà un peu, tu connais déjà un peu ton marché. Donc, ce ne sont pas des chiffres en l'air. Maintenant, quand je prends le deuxième truc, on dit le nombre d'utilisateurs par genre. On a les chiffres. Ça veut dire que si tu veux lancer un produit uniquement pour les hommes ou alors une plateforme uniquement pour des femmes, tu as des chiffres.
Maintenant, lorsqu'on parle, j'ai parlé de nombre de connectés les 5 prochaines années. Les chiffres sont là. En Afrique de l'Ouest, ce sera 250 millions. En Afrique centrale, 138 millions. En Afrique australe, 27 millions. Donc, lorsqu'on combine tous ces chiffres en ce qui concerne le marché du continent, c'est énorme. C'est énorme. Donc, il y a des études qui sont là. C'est à nous d'exploiter, c'est à nous de s'investir, c'est à nous de foncer. Donc, pour revenir aussi sur ce que le grand frère a dit par rapport au soutien, le soutien dont l'investisseur, on va dire camerounais, hein, a besoin, c'est un soutien étatique, un soutien des investisseurs et un soutien des utilisateurs. Parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup qui pensent qu'être dans une plateforme occidentale, c'est en quelque sorte du snobisme. Donc, dire à celui-là de rejoindre une plateforme africaine, c'est comme si tu le ramenais en arrière. Or, si les utilisateurs ne consomment pas ton produit, quel que soit ce que tu vas mettre dedans, tu ne pourras pas rentabiliser ton investissement. Donc, notre bataille aujourd'hui, c'est d'amener l'utilisateur africain de comprendre que pour lui, c'est important d'utiliser une plateforme africaine qui répond déjà quand même aux normes, parce qu'on ne va pas aussi dire d'utiliser tout, hein, parce qu'il y a des... c'est pas toutes les plateformes, c'est pas tout ce qui est créé par les Africains qui aujourd'hui répond aux normes. Mais il faut comprendre que le développement coûte très cher. Si on ne peut pas avoir un projet fini la première année qu'on lance, parce que le développement coûte cher, les ressources matérielles coûtent cher. Quand j'ai commencé à Fritube, j'ai commencé avec un petit serveur qui, après 2 mois, a été saturé. Il a fallu que j'investisse encore dans quelque chose de plus grand. Et tout ça, c'est à fond personnel. Donc, si ça continue comme ça, avant que je n'attrape, je puisse faire une véritable levée de fonds pour vraiment monter dans le cran, ça risque d'être difficile pour moi de gérer. Peut-être je serai le premier entrepreneur qui n'a pas de domicile parce que je ne pourrais plus payer mon loyer. Donc, c'est vraiment ça. Et on a besoin du soutien des États pour planifier l'environnement d'affaires, de nous sécuriser. On a besoin des investisseurs qui ont de l'argent et parfois ne savent pas où mettre cet argent. Et on a besoin des utilisateurs qui sont ceux-là qui doivent créer la valeur de la plateforme. Parce que si vous ne le savez pas, chaque fois que vous vous connectez sur Facebook, vous faites gagner $10 sur Facebook alors que vous ne dépensez rien. Mais Facebook gagne $10 sur votre connexion par jour. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu. OK, oui, merci bien. Donc, je vais passer la parole à M. Mbankoto. Oui, Roger, tu as la parole. Bonsoir, merci. Je reviendrai sur les éloges qui ont été adressés à notre intervenant du soir. La formule consiste à dire « je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit », mais moi je tiens à y revenir. Effectivement, la présentation est très intéressante, le projet est très parlant et je ne peux que me féliciter de découvrir qu'il y a un acteur de cette nature dans notre environnement qui a su creuser son sillon dans le milieu qui est le nôtre. Et à propos du milieu qui est le nôtre, je me pose 2 questions. Du moins, j'ai 2 questions à me poser, mais la première a trait spécifiquement à notre milieu. Et les statistiques qui viennent d'être mentionnées, présentées, répondent en partie
à mon premier questionnement. C'est-à-dire que je me demande, dans notre cadre, comment est-il possible de mener une étude de marché? Parce que, somme toute, le professeur qui m'a précédé, Thierry Amougou, ne me démentira pas. À un moment ou à un autre, en termes de méthodologie, on est quand même obligé de valider un certain nombre d'intuitions sur le terrain avant de se lancer. Après, on peut aussi être quelqu'un de prime sautier ou de convaincu qui se lance parce qu'il a une intuition et il y va. Mais en termes de méthodologie, classiquement, on nous enseigne que quand on a un projet entrepreneurial, il faut valider un certain nombre d'étapes. Études de marché, études de moyens, études financières, études juridiques, avant seulement de se lancer. Alors, je me demande, dans le contexte camerounais, dans le contexte africain, comment est-ce que cette méthodologie va s'adapter? À quel type de difficultés est-ce qu'on est confronté? Et à quel type d'adaptation est-ce qu'on est obligé de procéder? C'est vraiment un thème qui m'interroge. Parce que l'erreur, parfois, qu'on peut commettre, en particulier, quand on est trop sensibilisé au mode de fonctionnement, parfois schématique, à l'européenne, à l'occidental, c'est de vouloir plaquer ces réalités de l'extérieur, et c'est l'erreur que, en particulier, nous, de la diaspora, ne devons pas commettre. Autant il est pertinent d'avoir la méthodologie, autant nous ne pouvons pas ignorer que nous sommes dans un environnement spécifique dans lequel il faut adapter des choses par ailleurs pertinentes. Alors, comment est-ce que M. Sissima parvient à valider son intuition sur le terrain et se dire « je peux y aller ». J'ai vu les statistiques qu'il a présentées, j'imagine qu'elles y ont contribué, au moins en grande partie. Mais la sociologie locale, est-ce qu'un Bayam Salam va être sensible à ces discours? Le numérique, vraiment, la question est ouverte. Je suis très curieux de savoir comment est-ce que sur le terrain, on parvient à dire « je vais adapter de telle ou telle manière ». Ça, c'est le premier ordre de questionnement. Maintenant, quelque chose qui n'a strictement rien à voir et qui a été évoqué par notre intervenant, et d'ailleurs qui a lui-même eu la précaution de dire que ça pourrait être taxé de complotisme. Je suis vraiment très intéressé d'avoir plus d'éléments sur ces fameuses nanoparticules qu'on inoculerait à des êtres humains, à des Africains qui seraient en connexion avec la 5G et qui permettrait à Bill Gates de miner et de créer sa crypto-monnaie. Aujourd'hui, on est dans un contexte dans lequel il est très facile d'être accusé de complotisme, d'être taxé de complotisme. Et je pense que quand on s'avance sur des éléments comme cela, il faut vraiment être hyper factuel et hyper précis parce que une carrière politique, une carrière entrepreneuriale, une carrière sociale peut être rapidement être ruinée parce qu'on est allé sur ce terrain sans éléments factuels. Donc, je suis très intéressé de savoir, parce que c'est quand même pas rien, comment arrive-t-on à inoculer à des êtres humains des nanoparticules qui vont se mettre en connexion avec la 5G et se retrouver à servir, à nous faire rentrer dans la fameuse matrice, la Matrix, vue en film il y a quelques années. Je pense que sur ce terrain-là, il vaut mieux être très précis. Voilà, donc voilà mes deux ordres de questionnement sur lesquels les réponses m'intéressent énormément. Et en remerciant de nouveau nos intervenants de la qualité de sa présentation et de son parcours. Merci. Donc, pour la première question, en ce qui concerne les études de marché, déjà en Afrique, on a la chance que dans le domaine du numérique, la plupart des chiffres qui sortent, qui sont communiqués, ces chiffres sont communiqués par des opérateurs téléphoniques qui gèrent un peu tout ce qui est infrastructure de communication et d'Internet. Seulement à partir de ces chiffres-là, on peut travailler dessus par rapport à son projet. Vous comprenez?
les chiffres que j'ai présentés tout à l'heure, ils ont leurs outils. Et ces outils, c'est seulement l'IP, l'adresse IP. Chaque adresse IP génère un trafic qu'on peut surveiller, ce qu'on appelle la bande passante dans le domaine des télécoms. Donc, on sait exactement, on peut calculer la fréquence d'utilisation d'un service digital à partir de ton adresse IP. Et les compagnies téléphoniques qui connaissent leur nombre d'abonnés peuvent vous fournir ces chiffres-là. Donc, si tu as un projet dans le digital, tu peux déjà savoir qui sont les consommateurs, combien est-ce qu'ils consomment. Aujourd'hui, dans les villages les plus reculés, il y a des gens, il y a des mamans qui connaissent WhatsApp. Or, le Chinois qui montait son truc, qui développait son truc, il n'a pas pensé un seul instant au villageois camerounais qui va utiliser TikTok en Afrique. Donc, rien qu'avec les données des opérateurs téléphoniques et du ministère des télécommunications, vous pouvez utiliser ces chiffres pour votre business plan. Maintenant, les aspects sociologiques, ça dépend du produit que vous voulez mettre en place. Si vous voulez, par exemple, on va prendre un site de Airbnb que vous voulez adapter au Cameroun. Là, c'est un gros problème. Est-ce qu'un Africain peut accepter que quelqu'un vienne dormir chez lui, quelqu'un qu'il ne connaît pas? Donc, ça, ce sont des choses qu'il faut regarder. Vraiment, ça, c'est culturel. Ici en Europe, avec Airbnb, moi-même, j'ai souvent fait Airbnb où j'ai logé des gens que je ne connaissais pas. Mais je les ai acceptés chez moi parce que j'avais la garantie d'assurance de Airbnb qui dit que si quelque chose m'arrive, j'ai $1 million que je gagne. Bon, si je suis assassiné, ça va servir à ma famille. Tu vois? Donc, il y a tous ces process-là qu'il faut mettre en place, il faut tenir compte. Donc, il ne s'agit pas de mettre en place un projet digital sans tenir compte de ces aspects-là. Tu sais très bien que si tu vas mettre un projet Airbnb en Afrique, ça sera très compliqué pour que les gens s'en approprient. Donc, ça, c'est pour la première question et je pense que j'ai répondu. Maintenant, pour la deuxième question, c'est moi qui ai parlé de la 5G et des nanoparticules. Et j'ai dit que ça peut sembler, on risque très vite de me taxer de complotiste parce que quand quelque chose sort de l'entendement, ce que les spécialistes appellent par de la dissonance cognitive. Lorsque quelque chose est fort pour notre cerveau, on se dit non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Mais pourtant, il y a des gens qui réfléchissent sur des choses que notre entendement ne peut pas comprendre aujourd'hui. J'ai mentionné le brevet que Bill Gates a déposé, qui est dans le site de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Sauf si ces gens-là sont des complotistes et qu'ils ont accepté de publier ce brevet. Ce brevet, il est bien là. Il a été validé en mars ou avril 2022. Les nanoparticules aujourd'hui, si vous faites de la recherche, vous allez voir le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'organisme humain. Ils ont fait des tests sur des animaux. Avec des nanoparticules, on peut modifier le comportement humain. C'est-à-dire, il suffit d'augmenter la fréquence à un certain niveau. On peut vous faire dormir, on peut vous rendre triste, on peut vous rendre agressif. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ont été prouvées et scientifiquement, des tests ont été faits, ça a été validé. Mais le problème, c'est que lorsqu'on fait ce genre de découverte, on se dit ça ne peut pas s'appliquer à l'homme. Et pourtant, la barrière est très mince pour que ce qu'on a testé sur un animal se retrouve tout de suite chez l'homme. Et c'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Bill Gates a l'intelligence d'aller breveter
une technologie qui va lui permettre de miner sa crypto-monnaie. Et comment est-ce qu'il compte capter les activités du corps humain qui est la source de son, la base de son mining? Comment est-ce qu'il va le faire? La seule façon d'atteindre un maximum de personnes, c'est de passer par la vaccination. C'est pourquoi il s'investit tant à la vaccination. Et c'est parce que les nanotechnologies, ce n'est pas quelque chose qui doit ancrer dans le corps, mais plutôt dans le sang. C'est dans le sang qui doit loger. Alors, comment est-ce que vous allez faire accepter aux gens qu'on leur injecte un truc qui ne savent pas ce que ça va donner demain? Mais lui, il sait. Il y a déjà des serveurs prêts pour recueillir des informations qui viennent des nanoparticules. La seule chose qui reste aujourd'hui, c'est juste les injecter dans le corps humain et que la 5G soit déployée un peu partout dans les grandes villes pour pouvoir communiquer entre ces nanoparticules et les serveurs Microsoft, par exemple. Je ne dis pas que la 5G, c'est uniquement pour Microsoft. Mais lui, comme c'est un visionnaire, il sait qu'avec la 5G, il peut gagner une part de marché. Vous voyez? Donc, ça n'a rien de complotiste, c'est juste un peu de recherche. Et puis, vous allez voir que ce qu'on a fait à l'animal peut basculer à l'humain, aussi simplement. Aujourd'hui, tous les immigrants qui sont recueillis à la Méditerranée, là, tous ont une identité numérique qu'on leur a injectée. Et ça, ce n'est pas du complotisme. Tous, on peut savoir où ils sont exactement lorsqu'ils se perdent en Europe, là, ceux qui disent souvent qu'ils fuient, on sait exactement où ils sont parce qu'on leur a implanté cette identification numérique. Et on en a parlé dans la presse, des chaînes comme les BBC ont mentionné cela. Vous pouvez chercher identification numérique des migrants sur le site web de BBC. Donc, ce n'est pas de la science-fiction. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu. Et on pourra discuter après. Hein. Je pourrais vous envoyer des ressources où vous-même, vous allez vous faire votre propre idée parce qu'il n'est pas question pour moi de venir imposer ce qui m'a servi de recherche et qui me permet de tirer certaines synthèses. Il faudrait que chacun cherche aussi pour faire sa petite idée de la chose. Ok, bon, enfin, j'entends que techniquement, c'est possible. Après, maintenant, juridiquement, et là, c'est une autre paire de manches. En tout cas, ce que j'entends de votre discours, c'est que techniquement, c'est possible au niveau des animaux, des bêtes. Il reste à ce que ce soit autorisé au niveau de l'animal humain. Ouais. C'est ce que je crois comprendre. Quitte à utiliser un biais, qui est celui du vaccin. Bon, ouais. Après, oui, effectivement, il faudrait voir, on peut se faire sa propre opinion. Oui, s'il y a des doutements, oui. Ok, très bien, merci. Je vais passer la parole à M. Atanda. Ton micro est fermé. Voilà. Bonsoir à tout le monde déjà. Bonsoir. Jean-Baptiste, merci déjà parce que tu as précisé beaucoup de choses que je ne sais pas si beaucoup parmi nous beaucoup savaient. La nanoparticule déjà, avec la 5G, déjà les nanoparticules ont été testées déjà sur beaucoup, je vais dire deux types d'animaux, les souris des laboratoires et quelques porcs, parce qu'ils ont presque même ADN humain. Ça, hein, pardon? Dans le même ADN humain. Voilà. Et la seule chose qui reste maintenant, tu as aussi souligné le point de la crypto-monnaie. Ça, c'est un projet que Bill Gates a depuis. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas su que c'est de lui que ça venait parce que tout ça tourne autour de son business, tu vois. Et
Et comme tu as précisé ça, parce que je voulais te poser cette question là-dessus, heureusement que tu es tombé dessus. Mais la seule chose qu'il faut, bon, je ne vais pas dire toi, parce que la seule chose qu'il faut, peut-être comme tu as essayé de mettre ça un peu à jour ici, je pense qu'il faut éclairer aussi beaucoup de personnes parmi nous. Et peut-être qu'ils peuvent aussi éclairer à certaines personnes pour que ces personnes-là soient aussi informées de la situation exacte qu'il faut. Parce que les puces dont on parle, c'est des puces qui seront dans le futur et qui sont déjà utilisées dans d'autres pays. Mais moi, j'aimerais savoir si déjà ta plateforme a déjà prévu tout ça, comment elle peut gérer tous ces données-là. Parce que tu nous avais dit auparavant que c'était installé en Russie. Bon, oui, déjà, moi, mes plateformes ne vont pas utiliser ce qu'on appelle l'algorithme comportemental que les Facebook, que Google utilisent aujourd'hui, que dès que tu fais une recherche sur Google, quand tu reviens sur Facebook, tu as déjà des propositions de publicité sur cette chose-là. Pourquoi ça se passe? Parce qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle le comportement, les algorithmes comportementaux qui pistent l'utilisateur. D'accord? Moi, dans les plateformes que je développe, pour moi, l'humain ne sera pas craqué, l'utilisateur ne sera pas craqué. L'utilisateur qui vient sur la plateforme vient de son propre gré. OK? Et donc, s'il passe de AfriTube à Netiroki, par exemple, il y aura aucune passerelle. Donc, le comportement qu'il a sur Netiroki ne sera pas craqué pour que, lorsqu'il vient sur AfriTube, qu'on lui impose des choses. C'est autant de choses aussi que les Africains doivent comprendre parce qu'on a tellement transféré nos données dans les plateformes occidentales qu'aujourd'hui, ça leur a permis de nourrir leur database et aujourd'hui, cette database qui va être que les sociétés qui utilisent l'intelligence artificielle achètent à coût des millions. À coût des millions. Donc, nous, franchement, ce n'est pas notre but. Ce n'est pas notre but. Pensons que nous pouvons développer un modèle économique sans toucher à la vie privée de nos utilisateurs. Et déjà, nous, on n'a pas assez de moyens pour faire face aux procès qui peuvent tomber sur nous. C'est vrai que dans nos pays, sur le plan législatif, c'est encore vide. Hein? La loi sur les lois sur la cybercriminalité, c'est maintenant qu'on commence à les voter par rapport à l'actualité et tout, mais nous, on n'a pas envie de jouer dans ce domaine-là. OK. Merci de la réponse. C'est tout ce que j'avais à savoir, hein, parce qu'aujourd'hui, là, on ne joue plus avec les coordonnées informatiques, quoi. C'est pour ça. Ben oui, oui. Ouais. Merci. Oui, voilà. Moi, j'avais une autre petite question. Et si on vous demandait de faire 2 ou 3 propositions à un gouvernement, prenons un gouvernement africain, qu'est-ce que vous proposeriez, par exemple, de faire pour les prochaines années afin que le cadre soit propice au développement, numérique, quoi, de l'économie numérique. Voilà. Oui. Déjà, il est important qu'on ait un satellite propre à l'Afrique. Ça, c'est très important et c'est incontournable. Il faut qu'on ait un satellite de communication propre à l'Afrique. De deux, il faudrait qu'on puisse avoir nos centres de données, data center, et d'avoir une infrastructure interne sécurisée. Aujourd'hui, le gouvernement américain ne peut pas ancrer dans le système
dans le système chinois sans qu'ils ne soient détectés. Ils ne peuvent pas en créer chez les Russes sans qu'ils ne soient détectés. Voilà des gens qui ont mis en place la sécurité de leur système, de leur intranet local. Donc, voilà les 3 choses que le gouvernement doit faire. Et maintenant, pour les investisseurs, ils doivent mettre un cadre législatif qui protège les investisseurs. TikTok a été bloqué aux États-Unis. Facebook est bloqué en Chine. Au Moyen-Orient, à Dubaï, il est carrément impossible, parfois c'est difficile d'appeler, d'utiliser WhatsApp si tu ne passes pas par un VPN. Mhm. Donc, chaque pays peut sécuriser son espace, son espace numérique. Si en Afrique, nos gouvernements peuvent s'accorder sur ces points, dans 5 ans ou 10 ans, le développement dans ce domaine sera fulgurant au point où même la Silicon Valley ne pourra rien voir. Parce qu'il y aura plein de choses qu'on pourra développer, sachant qu'on a certaines garanties par rapport à la transmission des données. Mais pour le moment, c'est difficile. Une dernière question. Roger, je vois encore ta main levée. C'est exact ou bien tu l'as oublié lever? J'ai oublié de la lever. OK. Voilà. J'ai une dernière question pour vous. Au niveau de la formation, là, c'est au niveau infrastructurel. Vous avez parlé de façon globale, de façon stratégique à un haut niveau. Et au niveau de la formation, avec votre vécu, si vous pouviez faire des propositions sur la qualité de la formation, sur le contenu de la formation, si demain, disons, Bibi, qui est là, décide de créer une école dans l'IT, qu'est-ce que vous proposerez pour qu'on soit en phase aujourd'hui et dans les 5 prochaines années? Est-ce que vous voyez un domaine qu'il faudrait beaucoup plus enseigner à nos jeunes, aux jeunes générations et même aux générations un peu moins jeunes, quoi? Il faut mettre en place, et même déjà dès le bas âge, le codage. Là où je suis ici au Canada, à l'école, dans les écoles primaires, on commence déjà à apprendre aux enfants à créer des lignes de code. Et plus ils avancent, plus le niveau augmente. Ce qui fait qu'un enfant qui arrive en 6e peut déjà vous coder un site dynamique en PHP en 6e. D'ailleurs, le plus riche, le plus jeune développeur, il a 14 ans et il a sa place, c'est un Anglais qui a 14 ans et qui a lancé une plateforme qui l'a rendu riche. Je ne sais plus de quoi ça fait longtemps. Donc, aujourd'hui, au lieu de lancer une école de ceci, une école de cela, la personne qui a les moyens installe juste une école de développement d'applications et logiciels qui va étudier que les langages informatiques. Dans 5 ans, cette école va produire des génies. Et ça sera que pour le grand profit de l'Afrique et du pays. Aujourd'hui, tout tourne au niveau du développement d'applications et logiciels. La domotique, la robotique, tout ça, c'est à part l'ingénierie, mais derrière l'ingénierie, il y a le côté logiciel qui tourne. Ce sont des lignes de code qui font qu'un robot te dise bonjour quand il te voit venir. Donc, investir dans la formation en Afrique, c'est très important. Il faut mettre en place une école de développement
d'applications et logiciels. Voilà. Je crois que notre soirée va tirer tout doucement à sa fin. Avant de passer, de donner la parole à M. Sissima pour le mot de la fin, je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent que si vous êtes en procédure d'inscription, n'oubliez pas de regarder vos mails pour finaliser et que les inscriptions sont toujours ouvertes. Sur ce, je donne un dernier mot, M. Sissima, et nous allons conclure. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, c'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Et je souhaiterais vraiment que, après cette réunion, que les gens commencent vraiment à réfléchir sur des projets d'entreprise, IT ou bien des projets d'investissement dans le domaine. Le marché est grand. Le marché est grand, il y a encore tellement de choses à faire. L'entrepreneuriat, comme j'ai dit, c'est de résoudre un problème. Et maintenant, quand vous regardez notre environnement, quels sont les problèmes qui peuvent être réglés en utilisant le digital? Il suffit de bien regarder notre environnement et puis commencer à réfléchir. Le reste, les lignes de code qui vont suivre après, c'est quand tout a été défini, quand la vision a été définie. Ce n'est pas le plus dur. Et le plus dur, c'est de trouver l'idée qui sera résolue si on le propose à notre communauté par rapport à notre environnement. La dernière fois, je disais, on est en Afrique, mais tout le monde utilise, nous qui sommes ici en Europe, nous continuons à utiliser Western Union et MoneyGram pour envoyer en Afrique. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des plateformes qui permettent de déposer de l'argent et quelqu'un retire en Afrique sans plus passer par Western Union et MoneyGram? Vous-même, vous voyez des chiffres qu'ils font sur le taux de transfert sur nous chaque année lorsqu'ils font leur bilan. Ici en Europe, est-ce que les Occidentaux utilisent Western Union pour se faire payer? C'est nous les Africains qui utilisons beaucoup plus cette solution-là. Alors, au lieu de continuer à utiliser ça, pourquoi ne pas mettre nous-mêmes notre réseau pour permettre d'envoyer de l'argent à nos proches? Bon, c'était une parenthèse et c'était pour vous annoncer aussi la création de la plateforme Biabia Money qui sera bientôt disponible. Ok. Merci, c'est une excellente nouvelle. C'est une coïncidence parce que quand je commence à créer cette plateforme, je ne savais pas qu'il y a une association ou un groupe qui s'appelait Biabia. Et donc, quand j'ai développé la plateforme, c'est le nom que j'ai choisi entre nous. Donc, Biabia Transfert, Money Transfert. Bon, la plateforme est déjà bouclée. Il reste juste la solution de Cédric, qui va nous permettre de la passerelle de paiement. Donc, étant en Europe, tu pourras envoyer l'argent à ton proche il va recevoir directement dans son mobile money et puis il va retirer. Il n'ira plus s'aligner devant Western Union ou MoneyGram. Donc, la plateforme, elle est déjà là, mais on n'a pas encore commencé à communiquer dessus. Merci. Donc, merci pour le temps qu'on a passé ensemble. C'était enrichissant. Ouais. Merci à toi. Bibi, donne-moi la main. Merci, Jean-Baptiste. Super. Okay. Merci. Un instant, on va d'abord sortir du live. On va sortir du live, s'il vous plaît. Bibi, tu es sûr que tu m'as donné la main? Oui, c'est toi là, ou bien il y a deux Biabia, je ne sais pas.
Non, c'est pas à moi. Pas toi, ok, je reprends comme ça. Donne à lui, moi voici. Merci JB, merci beaucoup. Changer vos biens là. J'ai dit que... Il y en a ne dis rien, Nelly, pardon, s'il te plaît, ne dis rien. Attendez d'abord qu'on sorte du live, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon maintenant, Joseph, je crois.